Ma femme s'est laissée happer par le féminisme en ligne et m'a rétrogradé au rang de colocataire qui paie les factures. Je suis un homme de 34 ans et je me souviens encore exactement du moment où ces mots sont sortis de la bouche de Jessica. Jessica, une femme de 32 ans, a dit « pas ce soir, ni aucun soir ». La finalité dans sa voix m'a glacé le sang. Nous étions mariés depuis 6 ans et, oui, tout n'avait pas été parfait ces derniers temps, mais je ne m'attendais jamais à quelque chose d'aussi définitif concernant notre intimité. Quelques éléments de contexte, je suis responsable marketing dans une entreprise technologique de taille moyenne dans le Midwest. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais ça paie les factures, et je grimpe les échelons régulièrement. J'y travaille depuis environ 8 ans maintenant. J'ai rencontré Jessica à l'université pendant notre année junior. Elle étudiait la psychologie, moi le commerce. Le courant est passé immédiatement. Nous étions tous les deux ambitieux mais terre à accent grave terre. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant de nous marier lors d'une cérémonie modeste avec environ 80 invités, principalement de la famille et des amis proches. Jessica travaillait comme consultante RH et gagnait bien sa vie. Nous avons acheté une maison de 3 chambres dans une banlieue agréable il y a environ 4 ans. Pas d'enfants pour l'instant, nous nous concentrions d'abord sur nos carrières. J'ai toujours pensé que nous avions quelque chose de solide. Nous contribuions tous les deux au foyer, partions en vacances 2 fois par an et généralement un voyage à la plage et un pour rendre visite à la famille et avions un cercle social correct composé d'autres couples de notre âge. C'était une vie assez normale, vous voyez, rien d'extraordinaire mais stable et confortable. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce soir-là avait commencé comme un jour ordinaire. Je suis rentré du travail épuisé après une journée de 10 heures à gérer des clients pénibles et une présentation qui ne s'était pas déroulée comme je l'espérais. J'avais hâte de voir Jessica, peut-être commander un plat à emporter, regarder un film, les trucs habituels qu'un couple fait. Dès que je suis entré, j'ai senti que quelque chose clochait. Elle était assise à l'îlot de la cuisine, faisant défiler son téléphone avec une intensité étrange. Nous avons dîné en discutant de choses banales, les drames de ses collègues, la date limite de mon projet et les conneries habituelles. Ensuite, nous sommes passés au salon où elle a continué à scroller sur son téléphone, probablement sur l'un de ses comptes Instagram féministes dont elle était obsédée dernièrement, tandis que je regardais une émission quelconque à la télé. Quand je me suis penché pour embrasser son cou, un geste qui la faisait sourire autrefois, elle s'est brusquement éloignée, comme si j'avais essayé de la poignarder. « Ne fais pas ça », a-t-elle dit, sans même lever les yeux de son foutu écran. « Je ne suis pas d'humeur. »« Tu n'es pas d'humeur depuis des semaines », ai-je répondu, essayant de ne pas paraître frustré, même si je l'étais complètement. « Est-ce que tout va bien ?» C'est laquelle a posé son téléphone, m'a regardé droit dans les yeux avec cette expression froide que je ne lui avais jamais vue auparavant, et a prononcé ces mots écrasantes, « pas ce soir, ni aucun soir ». J'en ai fini avec cette partie de notre relation. Mon esprit s'est mis à tourner avec 1 million de réponses possibles, mais je suis juste resté là, comme un idiot, la bouche probablement grande ouverte. Comment répondre à quelqu'un qui met fin à l'intimité physique dans un mariage, sans explication, sans discussion, juste une décision unilatérale qui nous affecte tous les deux? Qu'est-ce que tu veux dire exactement, ai-je finalement réussi à demander, espérant avoir mal compris. Exactement ce que j'ai dit, a-t-elle poursuivi, sa voix étrangement calme, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Je suis à l'aise avec notre vie ensemble, la maison, notre cercle social, la stabilité, mais je ne suis plus intéressé par une intimité physique avec toi. Ou avec aucun homme. J'ai lu beaucoup de choses sur la façon dont les femmes sont conditionnées à offrir de l'affection physique aux hommes, et j'ai décidé de ne plus participer à cette attente patriarcale. Tu peux l'accepter ou non, c'est ton choix. Putain. Elle s'était vraiment plongée dans ces trucs féministes radicaux en ligne ces derniers temps, mais je n'aurais jamais cru que ça affecterait notre relation. J'étais complètement pris au dépourvu. Donc tu décides unilatéralement que notre mariage n'inclut plus l'intimité physique, sans aucune discussion, ai-je demandé, essayant de comprendre. Je n'ai pas besoin de ta permission pour établir des limites avec mon propre corps, a-t-elle rétorqué, son ton prenant cette teinte tranchante que j'avais appris à reconnaître chaque fois qu'elle citait quelque chose de ces groupes en ligne. Le fait que tu penses que cela nécessite une discussion montre à quel point les hommes se sentent en droit sur le corps des femmes. Je me suis adossé, complètement abasourdi. Jessica, il ne s'agit pas de droit, il s'agit de notre relation. De connexion et d'intimité entre deux partenaires censés s'aimer. L'amour ne signifie pas que je dois accomplir des actes physiques auxquels je ne veux plus participer, a-t-elle répondu. Quand est-ce que ça a changé?
Quand as-tu cessé de vouloir être avec moi de cette manière, ai-je demandé, sincèrement perdu. Il y a tout juste 2 mois, tout semblait encore normal. Elle haussa les épaules. Ça mijote depuis un moment. J'ai juste enfin trouvé le courage de l'exprimer au lieu de faire semblant pour ton plaisir. Ce soir-là, j'ai dormi sur le canapé. Non pas parce qu'elle me l'a demandé, mais parce que je ne pouvais pas supporter de m'allonger à côté de quelqu'un qui venait de briser ma compréhension de toute notre relation. Les jours suivants ont été étrangement normaux. Nous continuions à vivre ensemble, manger ensemble, même regarder la télé ensemble, alors qu'un mur invisible s'était dressé entre nous. Elle agissait comme si sa déclaration était aussi banale qu'annoncer qu'elle voulait changer de supermarché, et non comme le remodelage complet de notre mariage. J'ai essayé de parler de thérapie conjugale pendant le petit déjeuner, 3 jours après son annonce. J'avais trouvé un thérapeute de couple bien noté. Je pense qu'on devrait parler à quelqu'un de ce qui se passe entre nous. On n'a pas besoin de thérapie, répondit-elle d'un ton méprisant en levant les yeux au ciel. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Et je ne vais pas me laisser forcer à une intimité physique que je ne veux pas juste parce que la société l'attend. Peut-être que c'est toi qui devrais suivre une thérapie, pour ta dépendance à la validation féminine. Seigneur. Bien sûr qu'elle avait raison sur un point, je ne l'aurais jamais forcée à quoi que ce soit. Mais son refus total d'en discuter, même un peu, m'a fait l'effet de vivre avec une étrangère portant le visage de ma femme. Tout ce que je disais était détourné, transformé pour me faire passer pour une sorte d'oppresseur. La nuit, allongé de mon côté du lit désormais purement fonctionnel, j'étais revenu du canapé, décidé à ne pas être délogé de ma propre maison et je fixais le plafond en me demandant comment j'avais pu passer à côté de la lente désintégration de notre lien. Avais-je été trop absorbé par mon travail pour remarquer qu'elle se détachait ? Ou bien avait-elle dissimulé ses sentiments jusqu'à atteindre un point de rupture que je n'avais jamais vu venir ? Je repassais notre histoire récente à la recherche de signes. Bien sûr, notre vie sexuelle avait un peu ralenti cette dernière année, mais ça me semblait normal pour un couple marié depuis plus de 6 ans, tous deux ayant des boulots exigeants. On avait encore nos soirées en amoureux, on se tenait encore la main devant les films, on se disait encore « je t'aime » avant de dormir, du moins, jusqu'à récemment. Une chose est devenue claire très vite, j'étais désormais dans un mariage où je n'étais ni désiré ni nécessaire de manière significative. J'étais simplement pratique, quelqu'un qui paie les factures, un partenaire social pour les sorties entre couples, un colocataire qui aidait à entretenir notre façade de mariage réussi. Juste un autre homme toxique à pointer du doigt devant ses nouvelles amies pour illustrer comment elle posait des limites. J'ai tenté une dernière fois de comprendre, profitant d'un samedi matin où nous étions tous les deux à la maison. Jessica, j'essaie de respecter ce que tu ressens, mais j'ai besoin de mieux comprendre ce qui se passe. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Y a-t-il quelque chose que je peux changer ? Elle soupira de manière théâtrale, comme si ma question était la chose la plus épuisante qu'elle ait jamais entendue. Voilà exactement le problème avec les hommes, vous pensez que tout tourne autour de vous. Il s'agit de MON cheminement, de MON autonomie. Le fait que tu en fasses une question de ce que tu as fait prouve exactement mon point. Mais on est mariés, ai-je dit, de plus en plus frustré. Tes décisions m'affectent aussi. Alors tu crois que ton droit à mon corps est plus important que mon droit à le contrôler ? Voilà pourquoi le patriarcat perdure, parce que des hommes comme toi ne supportent pas que les femmes prennent leurs propres décisions. Je suis sorti de cette conversation totalement abattu. Il n'y avait aucune place pour la raison, aucun terrain d'entente. Elle avait créé un récit où toute opposition à sa position ne faisait que confirmer sa vision du monde sur les hommes oppresseurs. 2 semaines après son annonce, je me retrouvais assis dans ma voiture devant notre maison, incapable de trouver l'énergie de rentrer. Qu'est-ce qui m'attendait là-dedans ? Une autre soirée de cohabitation polie avec quelqu'un qui avait unilatéralement changé les termes de notre relation sans réelle explication ? Un autre sermon sur le fait que j'étais le problème simplement parce que je m'attendais à une connexion humaine de base dans un mariage ? C'est là que j'ai compris que j'avais un choix à faire. Je pouvais continuer à vivre dans ce désert émotionnel en espérant une pluie qui ne viendrait jamais, ou je pouvais rediriger mon temps, mon attention et mes ressources vers quelque chose ou quelqu'un qui offrait au moins une possibilité d'épanouissement. Lorsque j'ai finalement franchi la porte d'entrée, un plan commençait à se former dans mon esprit. Pas une revanche, ni une confrontation dramatique, du moins pas encore, mais quelque chose de plus puissant, une redirection complète de l'énergie de ma vie. Si elle s'était éloignée de moi sans quitter physiquement les lieux, peut-être que je pouvais en faire autant. Ma redirection a commencé par de petits changements. J'ai réglé mon réveil à 5h30 du matin,
1 heure entière avant qu'elle ne se lève. Ces heures calmes du matin sont vite devenues sacrées pour moi, du temps qui m'appartenait totalement, sans ses regards de jugement ni ses commentaires passifs-agressifs. J'ai commencé par 20 minutes de méditation, quelque chose que j'avais toujours considéré comme peu pratique avec mon emploi du temps chargé. Et à ma grande surprise, cette courte période de silence matinal m'aidait à clarifier mon esprit des pensées incessantes sur mon mariage en ruine. Ensuite venait l'exercice physique. Rien de spectaculaire au début, juste des pompes, des abdos, un petit tour de quartier en courant. Au moment où elle sortait de la chambre, j'étais déjà douché, habillé et prêt à attaquer ma journée avec un but. « Tu es debout tôt ?» a-t-elle commenté au 3e jour en me trouvant en train de siroter mon café et de lire à la table de la cuisine. L'agacement dans sa voix était évident. Elle avait l'habitude de me voir encore à moitié endormi pendant qu'elle monopolisait les matins. « J'apporte juste quelques changements », ai-je répondu calmement, sans en dire plus. Elle n'a pas demandé davantage, se contentant de murmurer quelque chose sur la masculinité toxique et la culture du fitness, que j'ai fait semblant de ne pas entendre. La 2e semaine, je me suis inscrit à une salle de sport près de mon bureau. Plutôt que de me précipiter chez moi après le travail dans une atmosphère de plus en plus pesante, je passais 1 heure à m'entraîner. L'effort physique est devenu une forme de thérapie. Chaque répétition faisait sortir un fragment de ressentiment et d'auto-apitoiement. J'ai commencé à fantasmer sur un avenir où Jessica ne serait plus le centre de mon univers. J'ai aussi renoué avec de vieux amis que j'avais négligés pendant mon mariage et des gars que Jessica n'aimait pas parce qu'ils étaient trop masculins ou problématiques. Rien de dramatique, juste des déjeuners tranquilles ou des verres après le travail, avec un soda ou un café. J'étais prudent, je ne parlais pas de ma situation conjugale. Ces rencontres n'étaient pas pour chercher de la sympathie ou critiquer ma femme, mais pour reconstruire des liens qui n'avaient rien à voir avec mon identité de mari d'une femme de plus en plus hostile. Ce qui était vraiment intéressant, c'était de réaliser combien d'autres mecs vivaient des merdes similaires. Pas identiques, mais le même schéma, des femmes qui, petit à petit, se transformaient en critiques permanentes, trouvant constamment à redire sur des comportements masculins normaux, tout en s'attendant à ce que le soutien financier et émotionnel continue sans changement. Mon pote Chris, 36 ans, devait gérer une copine qui avait soudainement décidé que sa passion pour les jeux vidéo était problématique, alors qu'elle savait depuis 3 ans que c'était son principal moyen de décompresser. Mon ami de fac Marc, 35 ans, ne pouvait rien poster sur les réseaux sociaux sans que sa femme ne commande publiquement pour corriger ses opinions sur divers sujets de société. On dirait qu'elles veulent qu'on soit à la fois des télépathes et des punching balls, m'a dit Chris lors d'un de nos déjeuners. Tu ne peux pas gagner, cette phrase m'est restée en tête. Tu ne peux pas gagner, pas si tu continues à jouer à un jeu dont les règles changent sans cesse et auquel tu n'as jamais eu ton mot à dire. Alors peut-être que la réponse, c'était d'arrêter de jouer tout simplement, et de créer mon propre jeu. J'ai commencé à mettre de côté de l'argent sur un compte séparé auquel Jessica n'avait pas accès. Rien de dramatique qui aurait pu affecter nos contributions communes, juste une réorientation de mes dépenses personnelles et la construction progressive d'un filet de sécurité. Si rien d'autre, cela me donnait un sentiment de contrôle dans une situation où je me sentais de plus en plus impuissant. 1 mois après avoir entamé cette redirection, j'ai croisé mon reflet dans le miroir, et j'ai à peine reconnu la personne que je voyais. Les entraînements quotidiens avaient commencé à remodeler mon corps, mes épaules étaient plus larges, mon ventre plus plat, ma posture s'était redressée, et la tension constante qui s'était logée dans mes épaules pendant des mois s'était apaisée. Mais le changement le plus frappant se trouvait dans mes yeux. Ils avaient l'air concentrés, vivants, d'une manière qu'ils n'avaient plus été depuis sa déclaration. Ensuite, j'ai renouvelé ma garde-robe. Rien de tape à accent grave-l'œil ou de désespéré, juste des vêtements bien ajustés, qui mettaient en valeur ma silhouette en amélioration et qui projetaient de la confiance. Lorsque j'ai porté une nouvelle chemise à un dîner entre amis, plusieurs personnes m'ont complimenté sur mon apparence. « Tu as perdu du poids, non ?» m'a demandé notre amie Mélissa lors d'un dîner. « Je prends simplement mieux soin de moi », ai-je répondu en souriant. Jessica l'a remarqué aussi, bien qu'elle ait essayé de dissimuler son intérêt derrière une critique, elle n'est pas un peu serrée, cette chemise, a-t-elle lancé un matin pendant que je me préparais pour aller au travail. On dirait que tu essaies vraiment trop fort, ça fait très crise de la quarantaine. Je me suis contenté de sourire et suis parti sans répondre, ce qui semblait la contrarier encore plus. Ma redirection s'est également étendue à mes finances. Nous avions toujours conservé des comptes séparés en plus d'un compte commun pour les dépenses du foyer. Je continuais à contribuer à ma part des obligations communes, mais j'ai redirigé mes dépenses discrétionnaires.
Le voyage coûteux pour une retraite féminine au Costa Rica, que Jessica avait subtilement évoqué pour notre anniversaire? Cet argent est allé dans un compte d'investissement à rendement élevé à mon seul nom. J'ai aussi investi dans un atelier de photographie, une passion que j'avais abandonnée il y a des années, après que Jessica s'en était plainte parce que cela nous éloignait. Ironique, aujourd'hui, vu sa position. La photographie m'a poussé à sortir le week-end, à faire des randonnées pour capturer les paysages au lever du soleil, quand la lumière était parfaite. Ces excursions solitaires sont devenues une autre forme de méditation. Derrière l'objectif, à composer chaque image, je trouvais un état de « flow » qui me permettait d'oublier tout le reste. J'ai investi dans un bon équipement, rien d'excessif, mais un appareil réflexe correct et quelques objectifs de qualité. Mes premières tentatives étaient assez amateurs, mais j'ai regardé des tutoriels en ligne et je me suis entraîné sans relâche. Rapidement, j'ai commencé à capturer des images dont j'étais sincèrement fier, des paysages de montagne baignés de lumière matinale, des gros plans de motifs de givre sur les feuilles tombées, des nuages orageux dramatiques s'accumulant au-dessus des champs. J'ai commencé à publier mon travail en ligne, à me connecter avec d'autres photographes, à me constituer une petite communauté qui appréciait mon œil pour la composition. Certaines de mes photos ont même commencé à se vendre en tirage via une place de marché en ligne, générant un petit revenu complémentaire, qui allait directement sur mon compte séparé. « Où est-ce que tu vas si tôt le samedi matin ?» m'a-t-elle demandé après plusieurs semaines de cette nouvelle routine. L'air de reproche dans sa voix était évident. Elle était habituée à ce que je sois disponible quand elle en avait besoin. « Prendre des photos ?» ai-je répondu simplement. « Depuis quand tu t'intéresses à la photographie ?» me lança-t-elle, sur un ton accusateur, comme si j'avais besoin de sa permission pour avoir des passions. Je m'y suis toujours intéressé. Je n'avais juste jamais eu le temps de m'y consacrer jusqu'à maintenant. Son expression montrait qu'elle voulait en savoir plus, mais qu'elle ne savait pas trop comment le demander ou peut-être qu'elle ne voulait pas montrer trop d'intérêt pour ma vie, après s'en être autant détachée. Eh bien, j'avais besoin d'aide à la maison le week-end dernier, mais tu n'étais nulle part, se plaignit-elle. Typique. Aucun intérêt pour mes activités, seulement pour la gêne qu'elle lui causait. Tu aurais pu m'envoyer un message, ai-je répondu calmement. Mon téléphone fonctionne même à la montagne. Je ne devrais pas avoir à envoyer un message à mon propre mari pour avoir de l'aide basique, répliqua-t-elle sèchement. Je haussai simplement les épaules, les choses changent. Ces deux mots flottèrent entre nous, et je vis quelque chose passer brièvement sur son visage, le premier signe qu'elle commençait peut-être à comprendre que sa déclaration pouvait avoir des conséquences inattendues. Au travail, ma nouvelle concentration a payé. J'ai abordé les projets avec une clarté et une assurance que je n'avais plus eu depuis des mois de détresse conjugale. Mon patron, Rob, un homme de 45 ans, a remarqué le changement. « Continue comme ça », m'a-t-il dit après que j'ai réussi à convaincre un client majeur qui hésitait depuis des mois. « Tu es en feu, ces derniers temps. » Le compliment m'a touché plus qu'il n'aurait dû. Après des mois à me sentir indésirable à la maison, cette reconnaissance professionnelle comblait en partie le vide, pas totalement, mais assez pour me permettre d'avancer. J'ai commencé à me porter volontaire pour des projets impliquant des déplacements, chose que j'évitais auparavant pour passer plus de temps avec Jessica. Une conférence de 3 jours à Chicago, une formation d'1 semaine à Denver, une réunion client à Boston. Chaque voyage était une bouffée d'air frais, des chambres d'hôtel où je pouvais m'étendre sans jugement, des repas sans remarques sarcastiques sur mes choix, des conversations avec des gens qui ne voyaient pas chaque interaction à travers un prisme idéologique. Pendant mon séjour à Denver, j'ai retrouvé un vieil ami d'université, Tom, qui y avait déménagé il y a des années. Nous avons fait une randonnée dans les montagnes, et j'y ai pris certaines de mes meilleures photos à ce jour. Quand je les ai postées en ligne, mon nombre d'abonnés a grimpé significativement, et j'ai vendu 3 tirages en 1 semaine. Tu sais, tu pourrais vraiment transformer ça en un business sérieux, m'a dit Tom alors qu'on faisait une pause à un point de vue magnifique. Tu as vraiment un bon œil pour la composition. Son encouragement décontracté a planté une graine dans mon esprit. Et si la photographie n'était pas qu'un simple échappatoire? Et si cela pouvait devenir quelque chose de plus concret, un chemin vers un autre avenir? 3 mois après le début de ma redirection, je dormais mieux, j'avais meilleure mine, et je performais mieux dans presque tous les aspects de ma vie, sauf mon mariage, qui restait cette coquille vide d'interactions formelles et d'existence parallèle. L'ironie ne m'échappait pas, en retirant son affection, Jessica m'avait, sans le vouloir, poussé à devenir une version plus forte de moi-même. C'était comme si l'univers m'avait offert une étrange compensation. Ce que Jessica ignorait,
c'est que j'avais ouvert un compte courant séparé et que j'avais commencé à y verser 50% de mes salaires, y compris mes primes de performance. L'autre moitié suffisait largement à couvrir ma part des dépenses communes. Je construisais, dollar après dollar, mon fonds de secours. Pas que je prévoyais de partir, du moins, pas encore. Je voulais d'abord voir comment tout cela allait évoluer. Un soir, alors que je me préparais à partir pour une rencontre de photographie, elle me posa une question inattendue, « Tu vois quelqu'un d'autre ?» Le ton de possession dans sa voix était incroyable. Elle pouvait mettre fin unilatéralement à notre relation physique, mais s'attendait quand même à avoir un accès exclusif à mon temps et mon attention. Je me suis arrêté près de la porte, mon sac photo sur l'épaule. « Non », ai-je répondu honnêtement. « Pourquoi tu me demandes ça ? » « Tu as changé, dit-elle, sa voix teintée d'une note que je n'arrivais pas à identifier. « Tu n'es presque plus jamais à la maison. » L'hypocrisie de son inquiétude me donna presque envie de rire. Je redirigeais simplement mon temps et mon énergie vers des choses qui m'épanouissent, ai-je répondu, adoptant son propre ton clinique. « N'est-ce pas ce que tu fais toi aussi ? » « C'est différent, répliqua-t-elle, visiblement irritée que j'utilise sa propre logique contre elle. J'ai fait un choix personnel à propos de mon corps et de mon autonomie. Et moi, je fais des choix personnels à propos de mon temps et de mes centres d'intérêt, rétorquai-je. Ça me semble parfaitement équitable. Donc tu veux me punir, c'est ça, demanda-t-elle, sa voix montant légèrement. Pas du tout, répondis-je. Je m'adapte à notre nouvelle réalité. Tu as posé une limite, et je la respecte. Je fais simplement de même. Elle n'eut aucune réponse, et je suis parti sans attendre. En conduisant pour rejoindre mes amis photographes, j'ai réalisé qu'un changement fondamental s'était produit. Pour la première fois depuis sa déclaration, je n'espérais plus désespérément qu'elle change d'avis. J'étais trop occupé à créer une vie qui ne tournait plus autour de son approbation ou de son affection. Nous nous sommes retrouvés dans un parc local pour pratiquer la photographie de nuit. Parmi le groupe, il y avait un type nommé David, qui travaillait pour un magazine local. « Elles sont vraiment superbes », dit-il en regardant quelques-uns de mes derniers clichés sur l'écran de mon appareil. « On cherche toujours des talents locaux pour notre rubrique nature. Ça t'intéresserait de soumettre certaines de tes photos ? » Juste comme ça, une nouvelle porte s'est ouverte. Quand je suis rentré ce soir-là, Jessica était déjà au lit, probablement agacée que je ne sois pas là pour écouter ses dernières plaintes sur ses collègues ou l'oppression patriarcale. Je m'en fichais. J'avais des choses plus importantes en tête. Le moment décisif arriva lors d'une retraite d'entreprise, 6 mois après le début de ma redirection. Mon équipe s'était réunie dans un complexe au bord d'un lac pour un week-end de planification stratégique et de cohésion. Après une journée productive de réunions, nous nous sommes détendus autour d'un feu de camp, partageant histoire et encas sous les étoiles. Ma collègue Emma, une femme de 29 ans qui avait rejoint le service marketing 3 mois plus tôt, s'est assise à côté de moi. Emma était à l'opposé de Jessica, chaleureuse, encourageante, et vraiment intéressée par la vie des autres. Tu sais, quand j'ai commencé ici, tout le monde m'a dit à quel point j'avais de la chance de travailler avec toi, dit-elle à voix basse, juste pour moi. Vraiment ? Pourquoi donc, ai-je demandé, curieux. Ils ont dit que tu avais complètement transformé les performances du département, mais ils ont aussi mentionné à quel point tu avais changé personnellement ces derniers mois. Elle hésita, puis ajouta, ils ont dit que tu étais autrefois renfermé, presque triste. Ce n'est pas du tout la personne que je connais. J'ai fixé les flammes, réfléchissant à ma réponse. Disons simplement que j'ai traversé quelques épreuves personnelles, et que j'ai décidé de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler, plutôt que sur ce que je ne pouvais pas, elle hocha la tête, pensive. Eh bien, quoi que tu aies fait, ça a marché. On dirait que tu es totalement dans ton élément maintenant. Au fil de la soirée, je me suis surpris à me détendre d'une manière que je n'avais pas connue depuis longtemps. Emma était intelligente et perspicace, avec un sens de l'humour vif qui me surprenait constamment. Nous avons découvert des passions communes pour la photographie et la randonnée, et elle semblait sincèrement impressionnée quand je lui ai montré certaines de mes dernières photos sur mon téléphone. C'est incroyable, dit-elle en se penchant pour faire défiler la galerie. Tu as un vrai talent. Tu as déjà pensé à exposer ça professionnellement ? En fait, je viens de commencer à vendre quelques tirages en ligne, et un magazine local va peut-être en publier. J'étais surpris de voir à quel point il était agréable de partager cette partie de ma vie avec quelqu'un qui semblait vraiment s'y intéresser. C'est fantastique. J'aimerais beaucoup voir plus de ton travail un jour,
dit-elle en souriant, d'une manière qui me rappela brutalement à quel point cela faisait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas regardé avec une admiration sincère plutôt qu'avec des critiques. La chaleur de son épaule contre la mienne provoqua une secousse inattendue en moi, un rappel brutal de combien de temps s'était écoulé depuis mon dernier contact physique, même léger. Je me suis discrètement décalé, mal à l'aise face à ma propre réaction. Malgré la situation avec Jessica, je ne voulais pas être ce gars qui commence quelque chose de nouveau avant d'avoir clos l'ancien. Alors que le groupe se dispersait vers les cabines, Emma marcha à mes côtés sur le chemin. Quelques-uns d'entre nous prévoient une randonnée au lever du soleil demain matin, avant la réunion, mentionna-t-elle. Ce sera parfait pour les clichés de paysages que tu adores. J'ai accepté, et le lendemain matin, je me suis retrouvé au sommet d'une crête avec Emma et 2 autres collègues, alors que le soleil peignait le ciel de teintes orange et rose éclatantes. J'ai pris des dizaines de photos, mais mon objectif revenait sans cesse sur le profil d'Emma, se détachant sur ce décor dramatique. Emma représentait tout ce qui m'avait manqué, un intérêt nouveau, un respect mutuel, de vraies conversations plutôt que des sermons. Mais je savais que je devais d'abord régler la situation avec Jessica avant d'envisager quoi que ce soit d'autre. Lorsque je suis rentré à la maison dimanche soir, Jessica était dans la cuisine, en train de préparer le dîner, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Le timing était plus que suspect. « Alors, comment était la retraite ?» demanda-t-elle, d'un ton curieusement attentif. « Productive », répondis-je en posant mon sac. « On a finalisé le plan stratégique pour le prochain trimestre. » Elle acquiesça, puis demanda, « J'ai vu certaines des photos que tu as postées. » L'endroit avait l'air magnifique. Il l'était, répondis-je, me demandant à quoi rimait ce soudain intérêt. La femme sur certaines photos, elle fait partie de ton équipe? La question me prit au dépourvu. Je n'avais pas réalisé qu'Emma apparaissait autant sur mes publications. C'est Emma, notre nouvelle spécialiste marketing, répondis-je de manière neutre. Elle est très jolie, observa Jessica, ses yeux scrutant mon visage. Le comportement possessif était assez fort venant de quelqu'un qui m'avait explicitement rejeté. Je n'avais pas vraiment remarqué, mentis-je, étrangement sur la défensive. Vraiment? Tu as pris une 12aine de photos avec elle. On dirait que tu as bien remarqué, pourtant. Le ton accusateur était sans équivoque. J'ai choisi mes mots avec soin, elle était dans le cadre pendant nos activités de groupe. Pourquoi tu me demandes ça? Tu as été très clair sur le fait que certains aspects de notre relation sont terminés. Tu n'as pas à me dicter avec qui je passe du temps, même professionnellement. Elle se retourna vers la cuisinière, clairement agacée que je ne m'excuse pas ou que je n'explique pas davantage. Juste curieuse à propos de tes collègues, c'est tout. J'ai le droit de savoir avec qui mon mari passe du temps. Ce fut à cet instant que je décidai d'accélérer mon plan de sortie. Le caractère unilatéral de ses attentes était devenu insupportable. La semaine suivante apporta son lot de surprises. Jessica commença à initier des conversations, à me demander comment s'était passée ma journée, à proposer qu'on regarde des émissions ensemble. Elle prépara même le dîner à plusieurs reprises et sans y glisser ses habituels commentaires idéologiques. C'était comme vivre avec une toute autre personne. Ou plutôt, comme revivre avec la femme que j'avais épousée, avant qu'elle ne devienne une étrangère. Je savais exactement ce qui se passait, elle essayait de rétablir le contrôle, de me ramener dans son orbite maintenant qu'elle sentait que je m'éloignais. Cette prise de conscience renforça ma détermination. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de survie personnelle. 2 événements clés se sont alignés pour me fournir l'occasion parfaite d'être libre. D'abord, j'ai reçu une promotion importante au travail, avec une belle augmentation et plus d'opportunités de voyage. Je n'ai rien dit à Jessica, malgré ses tentatives de plus en plus désespérées pour interagir avec moi. Ensuite, grâce à mon réseau professionnel, j'ai appris que l'entreprise de Jessica prévoyait d'importants licenciements à la suite d'une fusion. Son département risquait d'être durement touché. Ce n'était ni du délit d'initié, ni illégal, juste le genre d'information qui circule dans les réseaux d'affaires d'une ville de taille moyenne comme la nôtre. Le timing ne pouvait pas être meilleur. Au cours des derniers mois, via mon réseau et mes nouvelles connexions sociales, j'avais non seulement appris la nouvelle des licenciements, mais aussi aidé la conjointe d'un collègue à être recrutée par une entreprise concurrente, pour un poste nécessitant exactement les qualifications de Jessica. J'aurais pu faire la même chose pour elle. Un simple appel aurait suffi pour lui obtenir au minimum un entretien. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai accéléré ma stratégie de sortie. J'ai consulté un avocat,
en payant discrètement en espèces depuis mon compte séparé. J'ai appris exactement ce que je devais faire pour me protéger financièrement en cas de divorce. J'ai documenté la déclaration de Jessica sur la fin de notre intimité physique, son comportement par la suite, tout ce qui pourrait renforcer ma position. J'ai aussi découvert, au détour de conversations anodines, que Jessica me dénigrait auprès de ses amis et de sa famille. Elle se présentait comme une victime du patriarcat, tout en omettant soigneusement d'expliquer qu'elle avait unilatéralement redéfini notre mariage. Cela a scellé ma décision, ma sortie devait être complète et définitive. 2 semaines plus tard, l'entreprise de Jessica annonçait les licenciements. Elle est rentrée à la maison visiblement bouleversée. Mon département pourrait être supprimé le mois prochain, dit-elle, attendant clairement de la compassion. Je suis vraiment inquiète. C'est dur, répondis-je avec une politesse minimale. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Les licenciements sont arrivés plus vite que prévu. Le vendredi suivant, Jessica est rentrée en larmes. J'ai perdu mon travail, sanglota-t-elle. Ils ont supprimé tout notre département. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je avec une expression neutre. Quel est ton plan? Elle me regarda, choquée. Mon plan? Je viens juste de perdre mon emploi. J'ai besoin de temps pour encaisser. Bien sûr, répondis-je. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais nos obligations financières, elles, ne s'arrêtent pas. Dis-moi juste comment tu comptes continuer à contribuer aux dépenses du foyer. Sa mâchoire se décrocha littéralement. Tu es sérieux? Je suis en crise et tu me parles de factures? Je haussai les épaules. Je suis juste pratique. On contribue tous les deux à parts égales, non? C'est ce que tu as toujours soutenu. Le lendemain matin, je passai à l'action. Pendant que Jessica était sous la douche, je transférerai chaque centime de notre compte joint vers mon compte privé, en laissant juste assez pour éviter les frais de découvert. Puis, je fis mes valises avec l'essentiel et mes affaires les plus importantes. Lorsqu'elle sortit de la salle de bain, je l'attendais dans le salon avec les papiers du divorce. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle en regardant les documents. « Les papiers du divorce », répondis-je calmement. J'ai compris que je mérite mieux qu'un mariage à sens unique avec quelqu'un qui a changé les règles sans discussion ni compromis. Son visage passa par toute une série d'émotions, le choc, la colère, l'incrédulité. « Tu ne peux pas être sérieux. Parce que je ne voulais plus coucher avec toi. C'est pour ça? Non. C'est une question de respect et de réciprocité. Tu as pris une décision qui nous affecte tous les deux, tu l'as présentée comme non négociable, et tu as attendu que je l'accepte sans broncher. Ce n'est pas un partenariat. » Elle ricana. « Donc tu pars avec ta petite copine du travail. Quelle surprise. Ça n'a rien à voir avec Emma ou qui que ce soit d'autre. Il s'agit de toi et de moi. Et de l'accord brisé entre nous. D'ailleurs, j'ai déplacé nos fonds communs sur un compte séparé auquel tu n'auras pas accès jusqu'à ce qu'on trouve un accord. » Son visage pâlit. « T'as fait quoi? Tu peux pas faire ça. Je viens de perdre mon emploi. Comment tu veux que je paie quoi que ce soit? » Ce n'est pas mon problème, répondis-je, en écho au ton méprisant qu'elle avait utilisé lorsqu'elle avait mis fin à notre intimité physique. Tu aurais dû réfléchir aux conséquences possibles avant de prendre des décisions unilatérales sur notre mariage. C'est de la maltraitance financière, cria-t-elle, les larmes aux yeux. J'ai besoin de cet argent pour mes besoins de base. Non. Ce sont des conséquences. Et puisqu'on parle de besoins de base, l'échéance de l'hypothèque est la semaine prochaine. J'ai calculé ta part. Elle figure dans les documents. J'attends ton paiement à temps. Elle commença à paniquer visiblement. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. J'ai aucun revenu pour l'instant. J'ai besoin de temps pour trouver un nouveau travail. Tu aurais dû y penser avant de déclarer pas ce soir ni aucun soir, et de me traiter comme un accessoire dans ta vie plutôt qu'un partenaire. Tu voulais l'indépendance vis-à-vis des attentes patriarcales? Félicitations. Tu l'as. L'indépendance financière complète, aussi. Au cours de la semaine suivante, le comportement de Jessica changea du tout au tout. La rhétorique féministe disparut, remplacée par des supplications désespérées et des tentatives de négociation. Elle proposa une thérapie de couple, laissa entendre qu'elle pourrait reconsidérer sa position sur l'intimité, et alla même jusqu'à essayer de me séduire une nuit. Tentative que je rejetai fermement.
Mon avocat m'avait conseillé de ne pas quitter la maison pour le moment, alors nous avons continué à vivre ensemble dans une atmosphère de plus en plus tendue. Les amis de Jessica ont commencé à m'appeler, me disant que j'étais injuste, que je devais soutenir ma femme dans ce moment difficile. J'ai bloqué leur numéro un par un. Ses parents m'ont contacté ensuite, suggérant qu'on se rencontre tous pour discuter de la situation. J'ai décliné poliment mais fermement. Votre fille a fait son choix il y a des mois, ai-je dit à son père au téléphone. Je suis simplement en train de faire le mien maintenant. 2 semaines après le début de ce bras de fer, le désespoir de Jessica atteignit son comble. Elle n'avait aucune perspective d'emploi, aucun accès à nos économies communes, et les factures s'accumulaient. Un soir, elle s'approcha de moi, complètement abattue. « S'il te plaît », supplia-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas y arriver seule. » « Voilà une perspective intéressante, répondis-je froidement. N'était-ce pas toi qui disais que les femmes n'avaient pas besoin des hommes? Que le mariage n'était qu'une construction patriarcale? Que l'intimité physique avec moi était quelque chose que tu pouvais arrêter unilatéralement, sans discussion? J'avais tort, murmura-t-elle. Je me suis laissé emporter par toutes ces idées sans réfléchir à ce qu'elles signifiaient vraiment. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. On peut aller en thérapie, reconstruire notre relation, ce que tu veux. Le problème, Jessica, c'est que moi, je ne veux plus ça, répondis-je. Tu m'as montré qui tu étais vraiment, quelqu'un qui voit les relations comme transactionnelles, qui prend ce qui l'arrange et jette le reste. Maintenant que tu as besoin de quelque chose de moi, soudain tu es prête à tout reconsidérer? Ce n'est ni de l'amour, ni un partenariat, c'est de l'opportunisme. Je me suis levé, ramassant mes clés. Je déménage demain. Les papiers du divorce sont prêts pour ta signature. Si tu les contestes, je suis prêt pour une bataille juridique qui videra les quelques ressources qu'il te reste. Si tu les signes tels quels, je fournirai un paiement unique pour t'aider à faire la transition vers la vie indépendante que tu voulais. Tu avais tout planifié depuis le début, réalisa-t-elle, la voix vide. Depuis le moment où j'ai dit ces mots, tu préparais ta sortie. Non, la corrigeai-je. J'ai commencé à planifier ça à partir du moment où j'ai compris que tu me voyais comme jetable. Tu m'as appris une leçon importante sur l'estime de soi, Jessica. Et pour ça, je suppose que je devrais te remercier. J'ai déménagé le lendemain, dans un nouvel appartement que j'avais discrètement sécurisé des semaines auparavant. Jessica a signé les papiers du divorce sans contester, recevant le montant convenu comme promis. J'ai appris par des amis communs qu'elle était retournée vivre chez ses parents, dans un autre état. Ses idéaux féministes apparemment mis de côté au profit des besoins pratiques. Quant à moi, j'ai continué à construire ma nouvelle vie, avancer dans ma carrière, développer mon activité de photographie en parallèle, maintenir ma forme physique, et oui, entamer une relation authentique avec Emma, une femme qui m'a montré ce qu'est un vrai partenariat. 6 mois après la finalisation du divorce, ma première exposition photo ouvrait dans une galerie locale. Parmi les clichés exposés figurait un paysage frappant, pris à l'aube lors de cette retraite d'entreprise ce matin où j'ai compris que je méritais mieux. La meilleure revanche, ce n'était ni de prendre la sécurité financière de Jessica, ni sa dignité. C'était de devenir l'homme que j'aurais toujours dû être, confiant, autonome, et refusant d'accepter autre chose qu'une relation authentique et réciproque. En essayant de me diminuer, elle m'a, sans le vouloir, libéré. Parfois, Jessica essaie encore de me contacter, surtout lorsqu'elle traverse des difficultés financières. Je maintiens une communication minimale et strictement professionnelle, uniquement pour régler les affaires juridiques restantes. Mais pour le reste, j'ai complètement tourné la page. Nos amis communs ont fini par apprendre toute l'histoire, et la plupart ont compris ma position même s'ils trouvaient que j'avais été dur dans mon exécution. Mais voici ce qu'il faut comprendre à propos des conséquences, elles ne sont ni dures, ni douces. Elles sont simplement inévitables. Jessica a choisi de détruire les fondations de notre mariage tout en espérant que la structure reste debout. Quand elle s'est effondrée, elle n'a fait que vivre le résultat naturel de ses propres actes. Cette expérience m'a appris que le respect de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est essentiel. Et parfois, la réponse la plus puissante à quelqu'un qui vous traite comme remplaçable, c'est simplement d'être d'accord avec lui, et de partir. Pas dans la colère ou l'amertume, mais avec la certitude calme que vous méritez mieux que ce qu'il est prêt à vous offrir. Alors si tu lis ceci, et que tu reconnais ta propre relation dans mon histoire, sache que tu as le choix. Tu n'es pas obligé d'accepter des changements unilatéraux dans ton mariage.
Tu n'es pas obligé de t'amoindrir pour accommoder l'idéologie de quelqu'un d'autre. Et surtout, tu n'as pas besoin d'attendre la permission pour commencer à construire une vie qui te comble. La personne qui change les règles sans ton avis t'indique exactement à quel point elle valorise ta voix dans la relation. Écoute ce qu'elle dit vraiment, pas seulement avec ses mots, mais avec ses actions. Et ensuite, décide si cela te suffit.